Donc, H5P, bon, comme vous l'avez deviné, hein, c'est une activité Moodle, au même titre que d'autres activités, hein, mais qui va vous permettre de concevoir des contenus interactifs de nombreux types. Corinne, on a un gros truc au milieu de l'écran, là. Pas moi. Moi non plus. Comme c'est enregistré, c'est pas une bulle qui te dit continuer. Ah, il faut que je clique sur continuer. Oui. En fait, c'est marrant. Ça, ouais, parce que je vois, ouais. Quand on enregistre et qu'on est en rôle participant, on est obligé de dire est-ce qu'on sait qu'on est bien enregistré et continuer. Donc, j'ai lâché ma fourchette le temps de cliquer sur continuer. Ok. Oui, donc H5P, ça veut dire HTML5 package. En fait. Ça peut être intégré dans toute activité ou toute ressource en fait, qui utilise un éditeur de texte. Selon les établissements, vous avez un petit bouton Bordeaux Sciences Agro et Sciences Po Bordeaux, c'est un petit bouton vert. Nous, il est noir. Hein. C'est le petit bouton dans les activités quand vous dites ajouter une activité. Alors, les possibilités, elles sont très, très nombreuses. Il y en a environ une cinquantaine. Mais le choix des activités que vous allez pouvoir proposer, ça va être en fonction de vos objectifs d'apprentissage. Si vous souhaitez, il y a des contenus de mémorisation ou des contenus en autonomie. Voilà, des parties de votre cours en autonomie. Si vous souhaitez une présentation chronologique d'événements, si vous souhaitez faire des visites virtuelles. Donc, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, l'idée n'est pas de toutes vous les présenter, d'autant plus que nous avons des retours d'expérience d'enseignantes qui ont testé en fait pas mal de possibilités d'H5P. Il y a le livre interactif. Oui, évidemment, il n'y a plus d'activité. Il y a le livre interactif. En fait, ce livre, il va vous permettre, au-delà du livre de Moodle, d'intégrer en fait, de construire tout un module en fait en autonomie. Ça va dynamiser la compréhension écrite, notamment, faciliter l'interactivité avec les étudiants, et ça rassemble en fait ce livre plusieurs autres contenus interactifs. Donc c'est vraiment intéressant et c'est esthétiquement c'est joli. C'est différent du livre Moodle classique. Hein. Vous avez une table des matières. Là, il y a également une table des matières, mais c'est beaucoup plus ergonomique. Alors, je vais vous en montrer un. Hop. On vous a mis le lien ensuite vers l'ensemble des exemples sur le site d'H5P qui sont possibles. Hop. Voilà. J'arrête ce partage. Et je vous partage mon autre écran. Voilà. Donc là, vous avez un exemple de livre interactif. Je passe rapidement, vous pourrez aller voir. Donc, vous avez une table des matières. Voilà, vous pouvez y intégrer ce que l'on appelle les hotspots. C'est ce que je vous ai mis également dans les autres possibilités. C'est d'y inclure des petits boutons interactifs où derrière, vous y mettez du texte ou autre chose. Voilà, vous avez une première page. Vous pouvez y intégrer des activités. Là, c'est une activité audio. Une autre activité de glisser-déposer. Voilà, et ensuite, vous passez de page en page. Voilà, de cette façon-là, là, il y a une vidéo qui a été intégrée. Je ne vais pas vous montrer tout le livre, mais il y a vraiment beaucoup de potentialités. Hop. Ensuite, je vous avais mis la timeline et les hotspots. Je vous ai montré les hotspots. Je vais vous montrer la timeline. Hop. Voilà, mais je crois qu'il y en avait déjà, il y en a certains d'entre vous, il me semble que c'est Anne qui a déjà utilisé la timeline, c'est-à-dire une frise qui permet de faire une frise chronologique ou encore de mettre des éléments que vous souhaitez repérer et ordonner dans le temps. Par exemple, des étapes d'un projet ou un truc comme ça. Voilà, par exemple, des étapes d'un projet ou quelque chose
même pour un protocole, en fait, hein, de mettre les différentes étapes d'un protocole. Et vous pouvez y insérer également des vidéos. Ou Alors, la laïcité, les différentes étapes des lois. Voilà, c'est ce que tu avais fait, toi, Anne. Bien, un arrêt qui va bien. Voilà. Donc, la timeline, elle se présente comme ça. Et à chaque point, vous pouvez y ajouter, comment dire, des éléments, vous voyez, origine. Donc, l'origine des différents éléments. Enfin, là, vous avancez. À chaque point de la timeline, vous voyez, vous avez le contenu qui s'affiche au-dessus. Voilà, le séquençage d'images, comme je vous l'avais mis, bon, je ne vous montre pas d'exemple. Par exemple, vous avez une image entière et vous souhaitez la découper. Soit c'est pour remettre les différentes parties dans un bon ordre, ou alors ce sont plusieurs images avec une chronologie à remettre dans l'ordre, notamment pour un protocole, par exemple. Il y a les visites virtuelles, donc ça ressemble à des visites en 360 degrés. Vous prenez une image et sur ces images, vous y mettez des contenus interactifs tels que les hotspots qu'on vous a montrés tout à l'heure et ça vous permet de faire une visite dans un lieu en immersion. Alors évidemment, ce n'est pas de la réalité virtuelle, hein, mais ça donne une bonne impression quand même du lieu. Je sais que vous l'avez fait, vous, Florie, à Sciences Po. Pour la visite de votre établissement. Ça a été fait avec un autre outil. Oui, voilà, mais c'est le même principe en fait de visite virtuelle. Là, on a vraiment proposé que quelques petites activités, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Donc après, ça sera certainement à vous d'aller un petit peu fouiller dans tout ce que H5P peut vous proposer. Florie va vous montrer quelques activités faites par les enseignants. Donc, je te laisse la main. J'arrête le partage. OK. Tac. Du coup, je vais rester sur le même affichage que toi avec les diapos sur le côté. Donc là, c'était simplement pour vous montrer des exemples, premièrement d'enseignants, même si donc tout à l'heure, on va enchaîner avec deux présentations. Et ici, c'est ce qu'on a trouvé un petit peu à Sciences Po Bordeaux. J'avais vu, il y a Fanny Saint-Martin en culture générale qui faisait des vidéos interactives. Et donc, en exemple, hop, je peux vous montrer ici. Donc, elle avait pris en fait une vidéo et à l'intérieur, elle lui a rajouté ici des questions. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans son utilisation, Fanny, c'était aussi pour bien s'assurer que l'étudiant avait compris ce qui se passait. Ça veut dire, ai-je bien entendu? Des fois, il y a des petites questions toutes simples, mais qui aident peut-être l'étudiant à voir s'il a bien cerné le sujet, etc. Je pense que dans son idée, c'est que on a l'habitude de regarder beaucoup de vidéos et je pense que les étudiants peut-être encore plus que nous avec les smartphones, etc. Et du coup, c'est pour s'assurer que vraiment il écoute bien et qu'il arrive peut-être parfois aussi à anticiper la suite. Donc, on peut intégrer à l'intérieur des petites questions. Là, c'est un sujet qui fait flipper. Mais l'idée, voilà, hop. Vous voyez toujours mon écran? Oui. OK. Et donc, pendant que la vidéo se déroule, donc vous la récupérez d'Internet et vous pouvez rajouter des éléments. Ça peut être soit des questions de contenu, voir s'ils ont compris, s'ils arrivent à imaginer la suite, etc. Ou alors là, au début, c'est juste est-ce qu'on a bien compris de quoi il s'agit, vrai, faux, et on peut passer à la suite. À vous de voir si vous voulez que la vidéo se mette sur pause ou pas pendant qu'il y a les questions. Mais ça permet d'enrichir un petit peu une vidéo que vous avez trouvée par ailleurs. Voilà. Si je continue, on avait les flashcards. Alors déjà, est-ce que tout le monde voit ce que c'est? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... D'accord. Donc pour Elisa et peut-être d'autres, les flashcards, c'est l'idée, comme je pense on a tous fait quand on révisait avec des cartons qu'on met comme des cartes de deux côtés, avec par exemple un mot et la définition. Ou Anne, je sais qu'elle avait joué avec ça aussi, c'était les lois, je pense. La loi et qu'est-ce que ça recoupe. Et du coup, on peut faire ça de manière interactive pour aider les étudiants à réviser. Alors, hop.
La flashcard, ça peut ressembler à ça. Donc, ce qui est utile, enfin, ce qui est intéressant avec H5P, c'est qu'en fait, ça permet de faire des activités assez jolies. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Et ici, donc, c'est pour réviser. Il y a plusieurs questions qui passent. Et puis, à chaque fois, on peut s'entraîner. Alors, c'est là où je vais voir si j'ai bien révisé le cours de Fanny. Hop. Yes. Je vais pas faire toutes les questions, mais l'idée, voilà, c'est ça. Et alors, c'est un système tout simple en fait, mais on peut imaginer pas mal de choses derrière. Ça peut être réviser des dates, des définitions, essayer de comprendre. Nous, on l'avait fait avec, je crois, Corinne et Elsa sur les ressources Moodle, par exemple. On décrivait ce que c'était un devoir et puis on demandait quelle est cette fonctionnalité dans Moodle. Et ça permet, là, pour vous, je suis sûre que vous maîtrisez Moodle sur le bout des doigts, même mieux que nous. Mais ça permet de pouvoir entraîner un petit peu les étudiants. Et ensuite, ici, c'était une autre vidéo interactive. Nous, à Sciences Po Bordeaux, c'est ce qui est pas mal utilisé avec les timelines. Là, c'était en économie, juste s'il y avait, au cas où il y a eu des enseignants d'économie. Et ici, c'était plus une question de... Alors, je me baisse le son. C'était une question de compréhension. Donc, c'était juste pour vous montrer que soit on pouvait faire des vrais-faux, des QCM, des choses comme ça, mais aussi on peut mettre des trous à remplir, voilà. Donc ici, il y a la petite vidéo qui se déroule. L'enseignante, elle a bloqué, donc on ne peut pas naviguer à l'intérieur. Tout ça, à chaque fois, c'est des choix que vous pouvez faire. Donc ici, il y a un petit déroulé qui se fait. Puis après, il y a voilà, une question qui se pose, la formule, hop, et l'étudiant peut venir vérifier. Et puis, s'il a faux, ça lui explique la bonne réponse. Et ensuite, hop, ça déroule la suite de la vidéo. Tac. Donc, par rapport à H5P, aux intérêts et aux limites, moi je dirais que d'après les échanges qu'on a eus avec certains enseignants, ça peut aider à l'entraînement, à la mémorisation, à la compréhension. Corinne vous l'a dit, il y a des images, par exemple, on peut mettre une carte, je sais pas, du continent africain ou du continent européen et mettre soit demander de cliquer à un endroit particulier, soit mettre des plus et rajouter des petites informations, soit mettre deux images et permettre de glisser pour comparer une image et l'autre, peut-être en imaginant deux chronologies différentes. Quand j'indiquais un état d'esprit dynamique, ça c'est une vidéo de Steve Masson que je trouvais sympathique. L'état d'esprit dynamique, c'était qu'en fait, aider les étudiants à réviser, ça les aider aussi à se mettre dans un état d'esprit qui disent que réviser, bon, ça on le sait, c'est pas juste avant les examens, sinon ça reste pas longtemps dans le cerveau, mais c'est aussi savoir qu'on peut progresser et avoir confiance en cette idée qu'en s'entraînant, on peut progresser. Dans la vidéo, il parle aussi, je trouve ça intéressant, de la neuroplasticité en disant, ça c'est Anne qui m'avait raconté ça, que je crois que c'était ta grand-mère non, qui disait que la pédagogie était aussi une partie de répétition parfois. Et du coup, dans la répétition, l'entraînement, tout ça, ça peut jouer. Donc, je me dis que ces petites activités qui, pour certaines, peuvent paraître futiles, peut-être que pour certains étudiants, ça fait... c'est un cadre assez joli, qui fait pas peur, on va dire, et dans lequel ils peuvent se tromper, ils peuvent s'entraîner plusieurs fois. Et le sentiment d'apprentissage, ça, c'est peut-être plus avec ce document-là, Feeling of Learning. Et je trouvais ça intéressant, typiquement, quand on va écouter un cours magistral, ou une partie de cours magistral, ou un documentaire, on peut avoir l'impression de tout comprendre et de maîtriser la logique de la pensée, du déroulé. Et en fait, si au final, on veut essayer de réinvestir ce qu'on a entendu dans la vidéo dans une conversation ou plus tard dans une autre séance de cours, c'est un peu plus compliqué que ça. Et parfois, on a le sentiment de comprendre quand on écoute quelqu'un qui explique vraiment simplement. Et ensuite, refaire tout seul, c'est un peu compliqué. Donc, c'est là où ces petites activités pour vérifier si on a bien compris, vérifier si on a bien mémorisé, peuvent être intéressantes. Dans les limites, oui. Non, je pense que les étudiants, en plus, ont plus d'appétence pour faire ce type d'activité plutôt que reprendre leur poly de cours et réviser le poly de cours. Je pense qu'il y a, peut-être pas tous, mais en tout cas, une bonne partie des étudiants apprécient ce genre de choses. Oui, c'est bien pour des activités en autonomie. Ouais, c'est ça.
C'est adapté. Après, on peut aussi leur demander, moi c'est ce que je veux faire l'année prochaine, les flipcards, là, les flashcards je veux faire ça avec des arrêts du Conseil d'État, je vais leur demander de les préparer en fait. D'en faire chacun 10. Comme ça en fera 200, c'est des groupes de 20 et ça en fera 200 et ça leur fera des outils. Ah bah oui. Ouais. Et je crois que dans Moodle, tu peux, sur une activité de ton cours, leur donner le rôle enseignant. Je crois que tu l'avais peut-être déjà fait pour des quiz, non, mais ça j'ai peut jamais être... fait. Tu peux leur donner à tous le rôle enseignant? Oui. Oui. D'accord. Ou à quelques-uns, si Au choix. Oui, ou un chef de groupe. Oui, voilà. Après, H5P, vous verrez pour ceux qui ont déjà fait, mais sinon pour ceux qui n'ont pas encore testé, l'interface, on suit bien le déroulé, mais après, il faut voir avec les étudiants, peut-être leur montrer une fois avant de leur faire. Donc, dans les limites de l'outil, ça peut être que, en fait, on avait eu la question dès le début de savoir comment est-ce qu'on voyait les résultats, comment est-ce qu'on pouvait suivre un petit peu les étudiants, et je pense... Vous me direz pour ceux qui ont testé, mais je pense que ce n'est pas forcément l'idée ici. L'idée ici, à mon avis, c'est plutôt de créer un exercice, un jeu d'entraînement, de compréhension, mémorisation, quelque chose comme ça, qui se fait vraiment, comme on vient de le dire, de manière individuelle. Donc, pour ajouter déjà peut-être parmi vous, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais utilisé H5P? Qu'ils se dénoncent? Ils ne seront pas jugés. Jamais utilisé, hein, Florie. D'accord. Moi, je crois que j'ai essayé, puis à chaque fois, j'ai fait autre chose. Dans ta grotte, je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à toi, H5P. Si, c'est dans le noir complet. Si, on m'a dit, c'est bien H5P, vas-y, fais du H5P. Alors, je vais dessus, je dis, ah oui, ça a l'air bien, mais à chaque fois, finalement, ça fait flop. D'accord. Tu ne savais peut-être pas pourquoi tu voulais vraiment l'utiliser. Ce que tu avais utilisé, c'était la vidéo. Tu avais essayé de faire des vidéos interactives. Ouais, hein. c'est surtout pour les vidéos, effectivement. Et si, aussi pour les questions, je trouvais que ça pouvait être bien, mais je crois que j'ai des difficultés après par rapport aux questions Moodle. J'ai l'impression qu'avec les questions Moodle, c'est plus facile de faire les achèvements d'activités. Oui, je pense que c'est moins pour le suivi. C'était plus facile. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé, donc en fait, ça se trouve dans ajouter une activité ou une ressource. Ici, je suis sur notre plateforme, mais pour vous, pour Bordeaux Sciences Agro, Bordeaux NP, ce sera la même chose. Donc, on ajoute du contenu interactif et ensuite, ici, on est face donc, au nombre de possibilités. Donc, on peut déplacer des mots, on peut remplir des blancs, faire des glissés-déposés, des accordéons, etc. Ça, c'est ce qu'on vous disait. Il y a beaucoup de possibilités. Et quand on en choisit une, on clique dessus et ensuite, là, il nous indique un tutoriel, un exemple à voir. Et ensuite, pas à pas, il faut rentrer sur tous les éléments obligatoires avec la petite étoile rouge. Mais on met son titre, on glisse sa vidéo et là, on se laisse guider en fait dans les étapes. On peut ajouter des activités, on choisit les moments de la vidéo, par exemple, ici dans lequel ça s'insère. Et à la fin, on peut tout lire pour vérifier si tout va bien. Et ensuite, tout au fond, on enregistre. La seule chose, c'est qu'effectivement, pour chaque type en fait, d'activité H5P, les champs seront un petit peu différents. Mais en règle générale, ils vous accompagnent toujours comme ça, en vous indiquant ce qui est obligatoire et ici les étapes pas à pas. Donc, et vous avez le tutoriel là. Et ce qu'on voulait vous dire dans ce webinaire, c'était qu'on n'allait pas regarder chaque type d'activité parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on essaie de vous parler en fait de celles qu'on a jugées peut-être les plus intéressantes. Et puis, si vous faites des tests et que vous faites face à des difficultés ou quoi que ce soit, à ce moment-là, de toute façon, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous solliciter. Et dans le diaporama aussi, on vous a mis des liens vers des tutoriels qu'on a trouvés. Donc, par exemple, il y a celui de l'Université de Sherbrooke. Donc, vous aurez les liens vers les tutoriels et puis surtout pouvoir nous contacter si besoin. Donc, je pense qu'on ne va peut-être pas aller plus loin. Et on va laisser la place aux exemples réels faits par les enseignants de nos établissements. Alors, je ne sais pas si c'est Mireille ou Émilie qui commence. C'est Émilie qui commence. C'est Émilie qui ouvre le bal. Je te mets en co-animateur, Émilie. D'accord. Comme ça, je pourrais partager l'écran. Voilà. Ok, moi je vais vous présenter quelques exemples qui font partie des choses que j'ai faites assez récemment, comme ça c'est frais dans ma tête, c'est pas nécessairement le plus extraordinaire, mais c'est récent.
Alors, pour donner un petit peu le contexte, c'est des exercices que j'ai utilisés en classe et dans des modules d'auto-apprentissage avec les AGI 1A, c'est des élèves de première année de l'ENSCBP et ils sont en agroalimentaire. Ils sont régulièrement en classe avec nous pendant 4-5 semaines. Et ensuite, ils partent en entreprise 4-5 semaines. Et c'est à ce moment-là qu'on leur donne les modules d'auto-apprentissage pour qu'en fait, ils continuent à pratiquer la langue, rester en contact avec la langue et qu'il y ait vraiment une pratique un peu suivie. Les différents types... alors, je vais vous parler des différents types d'activités que j'ai utilisées avec eux, enfin celles que j'ai utilisées le plus souvent. Dans quel contexte je les utilise en vous donnant quelques exemples. Je vais partager mon écran. Les avantages pour moi et aussi les limites, mais les limites, je les aborderai brièvement parce que c'est Mireille qui va enchaîner ensuite parce que des limites, elle en a trouvé beaucoup plus que moi et elle a plus travaillé avec, enfin, elle a plus exploré en fait les différences entre H5P et Quiz Moodle. Voilà. Concrètement, ce qu'on s'est retrouvé à utiliser beaucoup en langue, c'est les vidéos interactives pour des raisons un peu évidentes parce que vérifier la compréhension en langue, c'est clé. Et aussi les quiz, ce qui s'appelle quiz, enfin question set en anglais, qui est finalement un espèce de mélange de différents types d'activités, que ça soit questions avec des réponses à choix, questions à choix multiples, vrai, faux, voilà, on peut panacher un peu le type d'activité. Sur les 44, je crois qu'il y en a, tu as mis 50, Corinne et Florie, vous avez mis une cinquantaine. Ouais, j'en ai compté quelque chose comme 44. On a dû en tester une douzaine avec Mireille, mais c'est vrai que cette année était tellement dense qu'on a eu tendance à retomber un peu souvent sur les mêmes. Mais vous allez voir celle que j'ai utilisée le plus souvent, quoi. Alors, je partage mon écran avec vous. Je vais vous montrer un exemple de choses faites en classe. Là, vous voyez donc Describing Graphs and Trends. Il s'agissait d'apprendre aux étudiants à décrire, donc je rappelle, ils sont en agroalimentaire. À la fin, en fait, je voulais qu'ils puissent faire ce petit test à l'écrit, qui était une petite production écrite, dans laquelle ils allaient nous parler de l'évolution de la production dans leur compagnie. Puisqu'en fait, ils sont responsables ils managent la production. Donc, il y a une série d'exercices là qu'ils devaient faire avant de déboucher sur une activité de prise de parole en classe, bon, là, qui n'est pas représentée à travers les exercices, et enfin, une partie de production écrite. Donc là, si je clique, je vais mettre ça, voilà, comme ça. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Donc en bas, on voit à travers les différents boutons la progression en fait de l'exercice. Donc on commence vraiment avec du vocab de base, ou simplement c'est du drag and drop. Donc là, je sais pas, pour bar chart, il faut juste que je l'emmène là. Et puis à la fin, on fait check. Là, il me dit que celui-là, c'est bon. Donc ils peuvent vérifier au fur et à mesure aussi. Des fois, ils aiment bien faire ça, vérifier que le premier, le deuxième, c'est bon et qu'ils peuvent continuer. Je peux faire retry ici pour recommencer sur donc, les différents types de graphiques. Après, l'idée là, c'était d'apprendre des verbes, puisque ça, c'est clé pour décrire les graphiques, les grandes tendances. Donc, c'est très simple aussi. Par exemple, là, on va avoir rise là-dedans, soar ici. Voilà, pour classer un peu ces verbes-là. Ils peuvent très bien travailler avec un deuxième onglet d'ouvert qui les envoie vers les définitions dans le dictionnaire s'il y a des mots qu'ils ne savent pas. Ils peuvent vérifier au fur et à mesure. Voilà, pourquoi celui-là une page, je ne sais pas. Ouais, ton ordre alphabétique. Oui, pardon, j'ai pas lu mes propres consignes. Vous voyez, j'ai fait ce que mes étudiants ne pas faire. Oui, parce que c'est un peu le souci, c'est que du coup, il faut que je les mette dans l'ordre, sinon, ouais. Donc, je le déplace et ça, je peux le faire a priori normalement, enfin, je crois. Non, je sais pas pourquoi, peut-être parce que je partage mon écran, j'en sais rien. Ouais. Normalement, on va pouvoir le déplacer. Non. Bon, sinon, je fais retry. Des fois, pas pour le... On peut pas les déplacer, Mireille, pour les... Pas quand tu as vérifié quelque chose, c'est bien des inconvénients. Il faut tout reprendre. Alors, pour le fill in the blanks, c'est pas vrai. Pour le fill in the blanks, ils peuvent se remettre dedans et réécrire, en fait. Mais bon, pour le drag, visiblement pas. Non.
Donc là, après simplement les mots isolés, on met en contexte. Donc, ils ont ce graphique qui est pris d'une fiche photocopiable. Ils peuvent l'avoir plus gros. Et donc, je leur demande de mettre les verbes là. Donc, je crois de mémoire que c'était Rocket. Je vais essayer de mettre n'importe quoi, tiens, pour voir si... Voilà, donc c'est faux. Et là, voilà, je peux me remettre dedans et a priori retaper. Voilà. Et Show Solution, ici, il faut qu'ils remplissent tout. Donc, c'est pour les obliger à tout faire. Alors, effectivement, ils peuvent taper blablabla hein, s'ils veulent voir les solutions. Bon, mais c'est de l'entraînement. Là, on est dans de l'entraînement. Deuxième étape, c'est on complexifie un peu. Enfin, on essaye après les verbes, les phrases simples, de les faire s'entraîner là-dessus parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à distinguer adjectif, adverbe. Ça peut paraître dingue, mais bon, voilà. Et on a articulé. Voilà, check. Et après, la même chose, mais en contexte. Et les deux dernières étapes, c'est les prépositions pour les dates, les nombres, etc. Voilà, on leur donne un petit peu tous les petits ingrédients, les petits outils dont ils vont avoir besoin. Donc là, c'est pour les expressions de temps et de quantité. Donc, ils font ça. À la limite, ils recommencent autant de fois qu'ils veulent. Bon, c'est déjà assez long. Ça, ils l'ont fait en classe. Ils ont tout à fait le droit de travailler avec un dictionnaire à côté. Et ensuite, je leur demande... Je vais redescendre. Voilà. Ça, c'est mon organisation à moi. Après, comme jusque-là, ils n'ont pas encore entendu tous ces mots, il y a un exercice de listening où là, ce n'est pas une vidéo, c'est de l'audio. J'ai simplement glissé de l'audio et c'est de la discrimination auditive. C'est-à-dire qu'ils doivent écrire simplement ce qu'ils entendent. Voilà. Après ça, c'est là que j'avais mon exercice de production orale, mais qui se faisait avec des cartes. Donc voilà, ils manipulaient des cartes, ils étaient entre eux, ils parlaient. Et à la fin, le petit test, le petit quiz. Donc ça, c'était en classe avec une espèce de progression comme ça. Ce que je peux vous montrer quant aux modules, voilà, les modules d'auto-apprentissage, ça va ressembler à ça. On en aura plusieurs. Donc celui-là, il était sur les additifs alimentaires. Je précise que c'est fait un petit peu sur le mode du flipped classroom, de la classe inversée, c'est-à-dire qu'on leur demande de faire ça avant le cours où on va parler d'additifs alimentaires. Et c'est une première étape de répétition, mémorisation. Alors avec des choses, généralement, j'essaie de commencer par vraiment du basique. Donc par exemple, là, les espèces de mots mêlés, où en gros, je leur demande de retrouver ces mots-là. Ça les fait photographier un peu les mots, voir comment ils s'écrivent. Parce que parfois aussi, ils les ont entendus, ils savent vaguement comment ça se dit, mais parfois, ça peut être pas forcément exactement le même mot qu'en français. Donc voilà, première étape. Il y a une autre compétence travaillée après avec du listening. Donc là, c'est une vidéo interactive telle que Corinne et Florie ont pu en montrer. Je vais vous montrer simplement... Alors moi, ça fait pause à chaque fois. Hein. Et, ça c'est les paramètres que tu as décidés au départ, en fait. Et voilà, à chaque fois, ça fait pause et ils doivent appuyer sur le bouton. Alors, des fois, je fais un petit poster qui s'ouvre tout seul. Le plus souvent, je fais un bouton comme ça. Donc là, par exemple, c'est fill in the blanks. Donc là, c'est juste ce qu'ils ont entendu. Ils doivent le réécrire. J'ai aussi mis... On va sortir de là. Le 4, c'est du vrai-faux. Voilà. Donc là, je réponds n'importe quoi, paf. Et donc, j'ai mis une... c'est assez basique hein, comme feedback. Et en plus, je vous avoue que le feedback, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'affine parce que cette année, j'ai paré au plus pressé. Hein. Mais là, voilà, c'est une citation de ce qui est dit pour qu'ils essaient de voir pourquoi c'est faux. Tu peux faire des renvois au cours aussi, hein, ouais. Éventuellement. Enfin. Ouais, alors en sachant que bon, on est beaucoup dans de la pratique justement et que le cours il vient un peu entre guillemets après, presque. Donc, ouais. Et... Question technique, sinon. Oui. J'ai vu qu'en bas il y a des cercles et des points. C'est quoi la différence? Il y en a qui sont pleins et d'autres qui sont vides. C'est ceux auxquels j'ai répondu, je crois.
Ceux qui sont pleins, j'ai répondu parce que tout à l'heure, quand j'ai regardé la vidéo, celui-là, je l'ai fait en entier, j'ai répondu aux questions. Ah, d'accord. Et ceux qui sont vides, c'est simplement que je n'ai pas encore répondu aux questions. Voilà. Autre type de question, le numéro 5, il me semble que c'est différent. Non, je ne suis pas sur le 5, c'est pour ça. Tac. Le 5, c'est du drag text. Donc là, parce que c'est un passage un peu plus long, ça me paraît difficile à mémoriser pour eux, mais il y a du vocabulaire intéressant. Du coup, il s'agit plutôt d'aller remettre des éléments au bon endroit. Et enfin, la dernière, c'est un peu différent. Je vais vous la montrer, puis je peux la faire avec vous. J'avais essayé ça pour voir si ça fonctionnait, puis ça n'a pas trop mal fonctionné. Voilà. C'est de la prononciation. Ouais, bah, j'ai déjà répondu, donc vous voyez mes réponses. Ah, mais voilà, Mireille. Oui. On voit ce que j'ai répondu. Bah oui, depuis que Corinne et Florie Tu ont l'as changé. gardé depuis que Corinne est intervenue à 10h ce matin. On garde Voilà. le résultat. Corinne, voilà le résultat. Maintenant, je fais ça tout à l'heure. Alors, je fais check, j'ai tout juste, super. Et je sais pas, du coup, c'est dommage, je voudrais bien continuer pour... Ouais, alors, comment il faudrait que je refasse? Que je fasse refresh pour vous montrer? Bon, attendez, on arrive dessus. Alors, l'idée, c'est de cliquer simplement sur la syllabe accentuée dans les mots qui ont plusieurs syllabes. Voilà. Et qui sont donc là en... J'ai découpé les syllabes, j'ai mis en lettres capitales pour qu'on les voit bien. J'ai découpé les syllabes. Donc, ça donne approved, ça donne assigned. Par contre, ça donne packaging. Et donc, on accentue à chaque fois une syllabe. Ça, c'est hyper important en anglais. Et voilà, c'était un petit exercice pour à la fois les sensibiliser à ça, les entraîner, etc. Voilà. Et comme je l'avais déjà fait, bah, du coup, mes réponses étaient enregistrées. Je vais aller faire tes cours, Émilie, ça a l'air bien. Je vais progresser en anglais. Alors, les 3 avantages majeurs pour moi, c'est... je vais peut-être arrêter de... Attendez, je suis où là? Arrêter de partager à ce stade. Les 3 avantages, c'est vraiment que, je trouve que globalement, ils sont assez faciles à concevoir, ces exercices. C'est-à-dire, comme Florie disait tout à l'heure, on est assez guidé. Mis à part le drag and drop, où on doit faire glisser des images, où là c'est un peu plus compliqué. Je trouve que la plupart des exos sont quand même assez simples à concevoir et à tester. C'est la première chose. Ensuite, c'est assez facile de se rappeler ce qu'il y a dedans. Alors oui, je vais repartager mon écran juste 2 secondes pour vous montrer. Ça c'est mon email, c'est pas ce que je veux vous montrer. Pour vous montrer la différence entre les modules tels que moi généralement je les présente et les modules tels que Mireille les présente. Voilà. Et elle vous expliquera, elle, pourquoi, les avantages qu'elle y trouve. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand j'arrive sur mes modules, généralement, avec le titre, enfin, je vois combien d'activités j'ai, le titre et ce que c'est. Mireille, elle aime bien que ça soit self-contained en un seul bloc. Et moi, ce qui me gêne plus là-dedans, mais c'est vraiment perso après, c'est complètement personnel et subjectif, c'est que quand j'arrive là-dessus, je sais plus ce que j'ai mis dedans. Ah oui. Voilà, donc j'ai besoin de retourner, de farfouiller dans le truc, et en plus, je suis, et ça m'amène à la dernière, ça m'amène au dernier avantage. Moi, en plus, je suis vraiment du genre à essayer d'optimiser mon temps, et je trouve que les H5P sont mais tellement, tellement plus faciles à copier et à déplacer. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je vous montre comment ça prend 2 secondes? On va peut-être laisser, on pourra peut-être montrer à la fin, parce qu'il y a encore la présentation de Mireille et celle de Cécile. Voilà, ça prend vraiment 2 secondes, Ouais. et ça c'est précieux. Et Mireille vous dira du coup quelles sont un peu les limites de ça. Je conclurai juste en disant que je les utilise uniquement pour entraîner vraiment ces exercices et pas pour évaluer. Comme vous avez vu, si vraiment je veux évaluer avec une note critériée précise, je retombe sur le quiz Moodle. Oui. Voilà. Merci, Émilie. Mais on montrera pour ceux qui pourront rester tout à l'heure le copier, enfin déplacer l'activité. Ouais. Tu peux nommer Mireille en co. Je crois que je t'avais mis animateur direct. Alors attends. Non, mais je le fais, c'est bon. Vas-y. Je dirais plus que moi parce que j'ai pas l'habitude de changer d'animateur. C'est bon, Mireille. C'est bon, je peux partager? Oui. Alors, je vais. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint ou pas?
Non, pas encore. Pas encore. Donc, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, partager. Partager. Voilà. Et C'est bon. maintenant, est-ce que... Ouais, c'est bon. Là, c'est bon, vous le voyez? Ouais. Bon, alors, je prends le relais. Et comme Émilie vous l'a dit, moi, je vais plus parler des points que j'ai moins aimés sur H5P, essentiellement sur les modules de travail en autonomie. Donc, comme Émilie vous l'a expliqué, tous les étudiants de première année à l'école de chimie doivent faire des modules de travail en autonomie. Et ces modules sont tous construits sur une thématique et ils doivent contenir les exercices, les corrigés, les explications, parce que ce sont des modules que les étudiants font seuls, ils s'autocorrigent. On ne doit pas normalement intervenir dessus. Avant mars 2020, donc avant la crise sanitaire, on fonctionnait sous Moodle avec du PDF ou du Word. Les étudiants faisaient les exercices, ils se corrigeaient d'une couleur différente, ils remontaient ça sur l'outil devoir ou assignment de Moodle. On ouvrait chaque document, on vérifiait que c'était fait, on mettait un feedback et on renvoyait à l'élève. C'était extrêmement long, fastidieux, pas très drôle pour les élèves, pas très joli visuellement. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, on fonctionnait comme ça et on s'en plaignait depuis quelques temps. Et en fait, le confinement nous a amené à utiliser plus et beaucoup mieux Moodle que ce qu'on faisait avant. Donc, les besoins, comme Émilie vous l'a dit, moi, ce que j'aime bien, c'est quand c'est tout au même endroit, il y a un seul truc à ouvrir, et il n'y a pas deux trucs à ouvrir, parce que sinon, il y a un étudiant qui va oublier d'en ouvrir un, qui va en faire que la moitié. Moi, j'aime bien que ce soit tout au même endroit, simple, que ça se corrige tout seul et que ce soit visuellement attractif pour les élèves. Et côté prof, je voulais quelque chose qui soit réutilisable, modifiable, et surtout qui permette de voir ce que l'étudiant a réussi à faire et ce qu'il n'a pas réussi à faire. Je ne parle pas de notes, hein, j'étais vraiment en formatif, pas en sommatif. Là. Mais voir s'il y avait une question de compréhension où vraiment il n'avait pas réussi. Je voulais avoir un petit peu plus de suivi parce que notre système sous Word et PDF, ça ne marchait pas. On ne voyait rien. Et je voulais pouvoir utiliser le carnet de notes de Moodle. Donc, quand en avril 2020, on a découvert H5P, moi j'ai cru à l'outil miracle. Au début, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. C'est parfait, c'est facile à utiliser, à partager. Et en plus, il y a des modules qui permettent de construire et de regrouper, comme le livre interactif ou le column ou la présentation de cours. Donc, il y avait ces trois outils qui me paraissaient vraiment bien. Je me suis dit, c'est génial. Donc, j'ai commencé à regarder, à essayer de vraiment bidouiller. Et je suis tombée très vite sur trois problèmes majeurs. Donc, le premier, il a été résolu ce matin. Le premier, c'est qu'en fait, quand un étudiant commençait en H5P, s'il s'en allait, eh ben, il avait tout perdu. Donc, et s'il revenait, il reprenait tout à zéro. Donc, si vous aviez conçu un module de travail qui devait faire à peu près 1 heure, l'étudiant devait rester pendant 1 heure sur son ordinateur. Il ne pouvait pas fractionner son travail. Sachant qu'on donne ça à des apprentis qui sont en entreprise, des fois, ils le font en 3-4 fois leur module. Ce n'était pas satisfaisant parce qu'il fallait vraiment qu'ils fassent tout en un seul bloc. Ça, c'était gênant, mais on a découvert qu'en fait, c'était l'administrateur Moodle qui devait, lorsqu'il rentrait le plugin H5P, activer le paramètre sauvegarder le contenu actuel. Ça se fait comme ça quand on est administrateur. Et depuis ce matin, alors j'ai vraiment testé hyper rapidement et vous l'avez vu en direct avec Émilie, on ne perd plus ce qu'on a fait quand on est étudiant. Quand on réouvre le H5P, c'est resté. Donc ça, c'est le bon point parce que c'est la bonne nouvelle parce que jusqu'à présent, je trouvais ça très, très pénalisant pour un travail qui devait se faire pendant 1 heure et si on avait une semaine entière pour le faire. Donc le premier problème est réglé, ça va. Par contre, les deux problèmes suivants ne sont pas réglés et pour moi, ça me gêne. À la fin d'un exercice, en général, à part sur certains types d'exercices et de façon très limitée, on n'a que la solution. C'est extrêmement compliqué de rajouter une explication ou un feedback. Moi, je n'ai pas trouvé des solutions. J'ai vu parfois qu'on pouvait mettre un indice, mais l'indice, il est visible dès le début. On ne peut pas faire arriver l'indice à la deuxième, après une fausse réponse, par exemple. L'indice, c'est un gros truc bleu hyper visible. Donc, forcément, tout élève, il va passer sa souris dessus. Il ne va pas attendre de donner une réponse avant de débloquer l'indice. Quand vous avez en langue, quand on travaille sur un fichier audio ou vidéo, à la fin, c'est bien de fournir le script complet s'ils veulent réécouter en lisant. On ne peut pas sur H5P. À la fin, on est bloqué. L'étudiant, il a la solution. Et il est un peu tout seul face à la solution brute. Donc, par exemple, on a pris les mêmes exemples sur le même cours avec Émilie, c'est les AGI première année.
Donc là, c'est un fill in the blanks. Il fallait qu'il donne la bonne réponse. Il avait le choix entre 2 temps. Donc forcément, j'ai fait une faute. J'ai 2 options. Soit je réessaie, soit je regarde la solution. Donc je regarde la solution, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis élève, je ne sais pas pourquoi. J'aurais dû mettre I have analyzed et pas I analyzed. Je ne peux pas attirer son attention, avec le fill in the blanks en tout cas, je ne peux pas attirer son attention sur le fait qu'il y ait des marqueurs de temps dans le texte qui auraient dû le faire choisir une autre solution. Voilà. Donc l'élève, il est tout seul avec ça. Il voit qu'il a faux, mais il ne sait pas pourquoi. Là, c'est le drag and drop. Donc, vous avez 6 blocs et des items à déplacer suivant le temps. C'est juste identifier le temps. Là, c'est purement mécanique. Donc, l'élève déplace ses items. Il va les placer sur les 6 blocs. Il en est là et il a des phrases en rouge, mais je n'ai même pas réussi à voir la solution. Alors que j'ai activé le paramètre voir la solution, je n'ai pas réussi à donner la solution à l'élève. Et surtout, il ne sait pas où est-ce que les phrases en rouge devraient être en fait, où est-ce qu'elles devraient être placées. Donc, il en est là. Sa seule solution, c'est de recommencer depuis le début. Et je ne peux pas lui expliquer à ce moment-là pourquoi cette phrase-là, we take samples every hour, pourquoi elle est là et pourquoi, en fait, elle devrait être à gauche et pas à droite. Donc, voilà, il est un petit peu bloqué. Il n'a pas de feedback, pas d'explication, pas de retour. Et ça, c'est un petit peu gênant. Et le deuxième problème, vous en avez parlé un petit peu au début, c'est je n'ai pas de suivi, je n'ai pas d'analyse des résultats. Je ne peux pas paramétrer le nombre de tentatives autorisées sur une question. Je ne peux pas dire, vous avez le droit de faire ça une fois ou vous pouvez le faire 4 fois. L'étudiant le fait le nombre de fois qu'il veut. À la fin d'un truc, il doit choisir soit avoir la solution, soit recommencer. S'il recommence, donc, il recommence à 0. Et la conséquence, c'est que quelqu'un peut finalement avoir 100% de bonnes réponses dans le carnet de notes, mais n'avoir rien compris à l'exercice. Ouais. Et ça, je ne peux pas le voir. Mon problème est là. C'est qu'en fait, il n'y a que la dernière tentative qui apparaît dans le carnet de notes et dans les résultats du prof. Donc, si l'étudiant il s'est trompé, à chaque fois il a fait voir la solution, il lui suffit de refaire l'exercice en remettant les bonnes réponses à chaque fois pour avoir 100%. Alors, ce n'est pas grave qu'il ait 100% parce que c'est du formatif, donc ça, ce n'est pas grave. Mais ça m'empêche de voir qui a des problèmes et qui ne s'en sort pas sur tel point. Parce que s'il faut, l'étudiant, il a mis 100%, il a 100% de bonnes réponses alors qu'il s'est trompé sur plein de questions à la première fois, mais il a juste tout recommencé pour réinjecter les bonnes réponses à chaque fois. Donc, ça rend les choses compliquées pour repérer et analyser les difficultés des étudiants. Voilà. J'ai eu des petits soucis techniques aussi. C'était que je trouve que par rapport à ce que certaines personnes disent que c'est très joli, très beau. Alors, dans les livres interactifs, la photo, elle prend toute la largeur de l'écran. On ne peut pas le modifier, ça, et c'est assez frustrant. Sur Audio Recorder, ça ne fonctionne que sous Chrome, par exemple. Donc, ceux qui n'utilisent pas Chrome, ils ne peuvent pas l'utiliser. Il y a plein de types d'exercices où on ne peut fonctionner qu'avec du texte, où on ne peut pas mettre soit des images, soit des audios, soit des vidéos. C'est plus limité que les questions Moodle, par exemple. Donc ça, c'est plus anecdotique. J'étais plus gênée par le fait de ne pas avoir de vrai suivi de l'historique des réponses des élèves et pas pouvoir donner plus de feedback aux étudiants là-dedans. Donc, la solution que j'ai trouvée, en fait, c'est d'utiliser les quiz et les questions Moodle. Parce que là, ça cochait toutes les cases qui m'intéressaient. Je pouvais choisir le nombre de tentatives, je pouvais donner des indices, je pouvais donner du feedback. Dans l'historique, je vois combien de fois ils ont répondu à cette question, quelle a été leur première réponse, puis la deuxième réponse. Je peux essayer de pénaliser les mauvaises réponses, mais de très peu, hein, même si c'est 10%. Mais au moins, ça me permet de faire une différence entre l'étudiant qui a répondu bien tout de suite et celui qui a eu besoin de 2 ou 3 tentatives pour bien répondre. Voilà. Merci, donc, les questions... Pardon ? Je disais merci Mireille, je t'activais un petit peu parce qu'il y a Cécile qui doit partir à 14h et qui va nous présenter quelque chose. Donc, c'est très bien, mais par contre, c'est extrêmement chronophage de déplacer des questions Moodle. C'est beaucoup plus facile, effectivement, de créer du H5P que de la question Moodle. Mais pour moi, le travail en autonomie, je trouvais ça plus facile d'utiliser les questions Moodle que le H5P. Voilà. Et merci beaucoup de cette critique étayée. Mais j'utilise quand même beaucoup H5P, même si je le critique. Mais en cours, beaucoup plus en cours qu'en autonomie. Voilà, je vous laisse reprendre la main.
Merci. Ça y est, Cécile, tu es en animateur. Ah, on Tu m'entend pas. actives ton micro. Je vais être rapide puisque oui, je dois aller à Sciences Po dans quelques minutes. Désolée. Hein. Sauf si je peux me téléporter, ce serait bien. Donc, il y avait deux petites choses que je devais couvrir. La collaboration entre collègues. Nous, c'était partie des profs d'anglais de Sciences Po, vu qu'on est passé en hybride. Donc, on a eu une charge de travail puisqu'il fallait préparer des cours en présentiel et ensuite en distanciel. Et puis aussi des cours avec nos étudiants et des cours qu'ils faisaient tout seuls à la maison une semaine sur 2. Donc, ce qu'on avait décidé de faire, c'est se partager les tâches, harmoniser nos programmes aussi qu'on voulait pour être sûr que tout le monde avait, tous les étudiants de première année, par exemple, avaient à peu près les mêmes choses essentielles qu'on estimait avoir besoin d'étudier pendant l'année, quel que soit le professeur. À l'école. Donc, et on voulait aussi que nos profs vacataires soient sur la même longueur d'onde. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de partager notre travail avec eux, ce qui fait qu'on a préparé des séquences un peu clés en main, si vous voulez, qui soient adaptables ensuite en fonction de la pédagogie de chaque professeur et de sa liberté de faire une leçon différemment et selon leur propre goût et envie. Donc, on a intégré les ressources Moodle et H5P pour faire différents exercices qu'on a proposés. Nous, pour les langues, évidemment, compréhension écrite, orale, vocabulaire, toutes sortes de rédactions, audio et des devoirs différents pour les occuper. Alors, pour ce qui vient à H5P, alors moi, au départ, peut-être comme Johan le disait tout à l'heure, moi, quand j'ai regardé ça la première fois, j'ai trouvé ça très cool quand on me l'a montré. J'ai trouvé ça beaucoup moins cool quand il a fallu que je le fasse toute seule. J'ai regardé les tutos, ce qui fait que j'ai occasionnellement, pour certains exercices, je suis passée à hot potatoes quand ça m'énervait de rester sur H5P que je n'avais pas maîtrisé. Mais bon, j'ai réussi à quand même prendre le temps. Les tutos sont très, très bien faits. Et puis, en regardant quelqu'un en ligne, en vidéo, faire H5P, j'ai réussi à dépatouiller certains trucs que je n'avais pas bien fait. Alors, pour nous, pour les langues, mais je pense que pour d'autres sujets dans vos cours, pour nous, c'est vrai que les mots à glisser, à déposer, c'est quand même très utile. Pour faire les frises, quand on fait un cours sur l'histoire, je ne sais pas, d'un pays, etc. Moi, j'ai trouvé ça bien pour faire mes cours sur, par exemple, les grands événements d'un pays anglo-saxon. Les exercices à trous, c'est toujours utile. Le questionnaire choix multiple unique, alors je suis un petit peu partagée parce que je trouve que maintenant, comme je maîtrise un peu plus Moodle, je tends à faire tous mes quiz sur Moodle. Mais bon, c'est quand même pas mal. Vrai ou faux. Ce que j'aime bien aussi, c'est marquer les mots. Parce que ça peut faire, on peut faire des choses thématiques, on peut travailler sur les synonymes, les antonymes, on peut travailler sur la phonétique, la prononciation, donc ça peut être pas mal. On peut travailler sur le côté littéraire. Les séquences d'images aussi, je pense que pour faire soit des révisions, soit pour tester au départ, par exemple, les pays anglo-saxons, vous montrer les drapeaux de tous les pays anglo-saxons et leur dire « Ah, c'est quel pays ?» Ça peut faire des révisions ponctuelles ou des choses un peu pour évaluer les connaissances ou l'ignorance ou les lacunes, par exemple. Ça peut être pas mal. Je n'ai pas utilisé, par contre, oui, la vidéo interactive, c'est vrai que moi, je n'en ai pas fait, ni le ski hotspot, mais je pense que ça peut être sympa aussi. Donc, c'est à explorer pendant l'été. Voilà, désolée, je suis très, très rapide et je suis obligée de vous quitter, mais... Voilà, mais je pense qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes si on a le temps d'investir au calme. Pas dans l'année comme on a eu parce que c'est vraiment dur, mais si on peut investir le temps, je pense qu'on peut faire des choses. Et une fois qu'on a maîtrisé, c'est plus aussi chronophage et c'est pas mal. Je pense que surtout pour la conception de contenu aussi, je pense qu'on peut faire quand même des choses intéressantes. Comme le livre interactif notamment. Alors justement, mais ça, ce que je n'avais pas vraiment exploré. Et comme je vais faire un cours en ligne entièrement sans présentiel, un cours magistral, je pense que je vais faire quelque chose avec ça parce que ça sera un peu plus exciting que ouvrir mon document et regarder, quoi. Et le lire. Et donc, je pense que ça va
ça pourrait être un peu plus stimulant, on va dire. Voilà. Ok. Désolée, je me sauve. Merci Donc, Cécile. à bientôt, je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Merci, à Au bientôt. revoir. Au revoir. Si tu veux, Émilie, remontrer comment exporter d'un cours à l'autre. Hein. Oui, il y a Alors, quelqu'un qui a levé la main, peut-être d'abord la question. Oui, en fait, moi, je m'interroge Monsieur. sur le fait, enfin, je suis toute disposée, hein, et puis j'ai fait le maximum pour, en fait, mettre des supports, essayer de les aider pour mémoriser dans le contexte dans lequel on était. Mais parfois, je me dis, est-ce que j'arrive pas en mode gavage de canard, comme ce qu'on avait avant quand on posait des polis un peu rébarbatifs? Je me dis, est-ce qu'ils sont capables de se prendre par la main? C'est-à-dire que les flashcards, ben, à l'époque, on prenait des fiches petits carreaux et puis c'était nous qui faisions la flashcard, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, je me dis à quel point on les prend tellement par la main qu'en gros, on les rend plus du tout autonomes, alors que, en fait, ces outils-là servent bien à les rendre autonomes. Ils les font quand ils veulent, ils fractionnent pas. Enfin, je m'interroge là-dessus parce que je me dis, à force de toujours tout faire, presque leur fiche, quoi. C'est-à-dire que est-ce qu'on n'a pas l'inverse de ce qu'on voudrait, quoi. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui se sont posé cette question-là ou qui ont observé. Moi, cette année, j'ai eu l'impression à des moments d'infantiliser ou d'avoir une perte d'autonomie dans leur manière d'apprendre. Après, ça, c'est des choses que tu leur mets à disposition, en fait, hein, pour de la révision en autonomie. Du coup, pourquoi ça diminuerait leur autonomie, justement? Parce qu'en fait, ils attendent que ce soit moi qui propose. Ah oui, d'accord. C'est plus eux qui se disent, bah, tiens, finalement, quels sont les messages à retenir de ce cours-là? Tu vois, c'est moi qui fais des petits quiz. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, je me dis, mais en fait, dans la vraie vie, ça va pas être ça, quoi. Si dans une réunion de 2 heures, ils n'arrivent pas à se dire, bon, bah alors, quel message on retient de telle heure de truc? C'est ça qui m'interroge. C'est pour ça que moi je pense que c'est juste un outil. En fait, c'est l'interface qui change, c'est un petit peu plus sexy, c'est ça les focalise. Moi je trouve qu'en classe, par exemple, on voit que quand on l'utilise, ils sont plus rapides, ils travaillent plus rapidement, je trouve, qu'avec une fiche photocopiée, par exemple. C'est-à-dire que bon, le processus d'apprentissage est plus ou moins le même, mais ce que ça apporte aussi, je trouve, c'est qu'ils fonctionnent davantage à leur rythme. C'est-à-dire que j'ai des étudiants parfois très rapides qui vont beaucoup plus vite que d'autres et ils peuvent passer sur d'autres exercices et m'appeler et moi je circule en fait. Donc pour moi le travail se fait en amont beaucoup et je ne suis pas obligée d'emmener tout le monde à la même vitesse. Donc ça me permet de faire ça. Après la question que tu soulèves, pour moi H5P ou Moodle ou quoi que ce soit, ça ne la résout pas fondamentalement. Je veux dire, il y a besoin d'un accompagnement quoi, de toute façon. Oui, puis le but, c'est pas de remplacer leur prise de notes ou de remplacer. Voilà. C'est pas du tout ça. Pour moi, c'est vraiment complètement complémentaire. Hein. Ouais. C'est pour certains types d'apprentissage très particuliers. Alors, c'est vrai que moi, j'ai besoin, par exemple, qu'il y ait des choses qu'ils connaissent un peu par cœur. Ben voilà, celui-là, ils se le font entre eux. Et puis là, ça leur fait un outil supplémentaire pour travailler tout seul sur leur téléphone, sur leur ordinateur. Ça remplace pas. Enfin, du coup, est-ce que vous voulez que je montre très rapidement comment ça se partage? Je vais retourner. Alors, il faut que j'aille... Non, pourquoi? Si. Je vais retourner dans mon module sur Additives. Là, j'ai pas forcément besoin d'être en mode éditeur, à vrai dire, vu que je suis prof. Alors, je sais pas, moi. Tiens, j'avais celui-là. Cécile parlait de Mark the Words. Ça, c'est un article et ils doivent cliquer sur la bonne alternative. Donc, c'est de la lecture mélangée à un peu de grammaire. Donc, c'est plus long. C'est pour les forcer à lire des choses un peu plus longues comme dans le TOEIC. Et donc là, je peux cliquer sur Reuse, tout en bas, réutiliser. Enfin, moi, j'ai mis l'interface en anglais. Et quand on dit réutiliser, ça propose soit d'enregistrer quelque part où vous voulez dans votre ordinateur. Et donc, après, vous n'aurez plus qu'à faire... upload quand vous voudrez le recharger à un autre endroit de la plateforme. Donc, j'ai cette option-là. Et moi, je fais aussi beaucoup
quand je veux utiliser un même exercice et ou le réadapter derrière dans un autre cours. Je fais copy content et en fait, ça, c'est du copier-coller. C'est-à-dire que je vais dans l'autre cours et là, je fais coller au bon endroit et voilà. Et ça prend 3 clics. Alors que pour partager un quiz, quand je veux piquer un quiz Moodle à Mireille derrière, parce qu'on se les échange beaucoup, quand je veux lui piquer des trucs, c'est une galère parce qu'il faut que j'aille dans la question bank. Et moi, comme je travaille beaucoup avec des vacataires à l'ENSERM, j'ai vraiment besoin que ça soit rapide, qu'on puisse échanger les choses rapidement en 3 clics, quoi. S'il faut ramer pour aller chercher dans la question bank de la personne, et en plus, quand on fait import, on se retrouve à importer toute la banque de questions de tout le cours, à moins d'avoir sélectionné un chemin spécifique. Enfin bon, je peux. Voilà, pour moi, c'est pas. Et du coup, Émilie, tu te souviens, tu avais eu le souci justement quand tu faisais copier-coller d'un cours à l'autre, que si par exemple c'était dans la section 6 voilà, de ton premier cours, ça se copiait obligatoirement dans l'autre section, numéro 6 du nouveau cours. Justement, ça c'était quand je me souviens plus. C'était pour les quiz Moodle, c'est pas les questions H5P, les questions H5P. Ouais, ça devait être justement. C'était aussi pour les sections H5P, parce que pour les questions H5P, ce que j'ai regardé ce matin, tous les messages que je garde généralement. Ça, c'est quand on essaye d'importer, oui, c'est quand on essaie d'importer toute une section, par exemple. Oui. Mais du coup, H5P ça a un peu résolu ce problème, parce qu'au lieu d'importer toute la section en bloc, je fais du copier-coller de chaque truc, mais comme à chaque fois, il n'y a que 4 ou 5, c'est tellement rapide en fin de compte que... D'accord. Comme ça, voilà. Donc, ça a un peu résolu ce problème-là aussi pour moi, quoi. D'accord. Pas répondre à ta question. Oui, le problème, c'était finalement une copie de section, en fait. C'est ça, c'est-à-dire c'était d'aller dans ça présentait l'architecture, c'était la fonction import-export. On se retrouvait dans l'architecture globale du cours, on cochait seulement les sections qu'on voulait importer, Oui. elle n'arrivait pas au bon endroit. Oui. Ça, pas vraiment je ne sais pas si le problème est résolu. Pas vraiment en fait, du coup, je ne sais pas, parce que comme après, tu m'avais dit que tu avais réussi en copiant uniquement en fait, l'activité elle-même et pas la section. Donc, je n'ai pas regardé, mais je ne sais pas, peut-être que quelqu'un sait là. Pas encore, mais justement, ce matin à 9 h, avec l'équipe, on a eu une démonstration d'un collègue de Caen qui nous a montré quelque chose. Je ne savais pas si j'allais en parler, mais là, je pense que c'est le moment. Ça s'appelle le panier d'activités. Ah oui. Alors, ça fait un peu genre je fais mes courses sur Amazon, mais en fait, on va le tester, nous, et si ça fonctionne, on le dira à Maëlys et à Corinne. Le panier d'activités, c'est quelque chose où dans un cours, par exemple, en tant qu'enseignant, on peut mettre un bloc qui s'appelle panier d'activités. Et quand on active le mode édition, dans ces sections, on voit un petit panier un peu partout, au niveau d'une section ou au niveau d'une activité ou d'une ressource. On clique et quand on sélectionne soit une section, soit une activité ou une ressource, on la voit s'afficher dans le bloc panier d'activités. Là, on va dans un autre cours ou dans un autre espace sur la même plateforme. On fait en sorte qu'il y ait ce bloc qui s'affiche panier d'activités et on peut lui dire dupliquer ici donc la section ou l'élément. Et on a eu la démo, donc on va voir si ça fonctionne bien avec nos versions, etc. Le foin technique basique, mais si ça fonctionne, on le partagera parce que nous, Cécile, c'est ce qu'elle disait, eux, ils ont fait un cours sur Moodle sur lequel ils sont tous enseignants. Et du coup, ils peuvent aller importer et restaurer d'un cours à l'autre. Mais là, c'est à peu près la même chose, mais de ce que nous a dit la personne, c'est beaucoup plus apprécié parce que plus rapide, beaucoup moins de clics et beaucoup plus simple. En fait, on n'a plus besoin de revenir dans le cours à chaque fois pour aller chercher l'activité ou la ressource, etc. Tout est dans le panier. Voilà. Et on peut les laisser dans le panier, en fait. Oui. On peut laisser son panier rempli et on peut le remplir au fur et à mesure, en gros. Oui, tu as ton petit pochon, des trucs que tu utilises souvent, que tu peux trimballer facilement, qui se trimballent tout seul d'un cours à l'autre. Ah oui, c'est bien. C'est ça. Ouais. Ça serait hyper intéressant. Vraiment, ça serait... Collaboration entre enseignants. Et nous aussi, par exemple, l'activité base de données qu'on trouve intéressante mais complexe à mettre en place. J'imagine qu'avec Elsa et Laure, on pourrait faire un espace avec une déjà préparamétrée, etc., voire plusieurs. S'il y a plusieurs types, base de données avec validation de l'enseignant, base de données sans validation, et les enseignants pourraient venir piocher des choses et les importer. Mais du coup, le panier d'activités, il est relié à quoi en fait? Il est relié
à l'enseignant ou En c'est fait, vraiment un bloc dans Moodle là enfin, c'est un bloc dans des cours. Du coup, tu peux l'afficher ou l'enlever. ouais. Et tu as ce bloc sur le côté. Et quand tu as le bloc, par exemple, sur 2 cours différents que tu as, Ouais. bah, à ce moment-là, tu auras le petit logo de panier qui s'affichera. Et chacun a son panier. Et comment tu fais pour la mise en commun éventuelle de panier? Et oui. Je pense qu'en fait, ça se fait dans un espace. Typiquement, comme l'a fait Cécile avec les enseignants de langue, ils ont un espace commun dans lequel ils sont enseignants. Oui. Là, on place plein de choses, mais on sait que c'est pour récupérer des paniers et on peut prendre d'un cours à l'autre. Après, je pense que si c'est de la collaboration typiquement entre 2 enseignants particuliers, peut-être qu'ils peuvent se mettre enseignants non éditeurs sur leur cours et ainsi pouvoir... Donc, est-ce que c'est... En fait, Pardon. j'ai la priorité, merci. Jean-Louis. Ouais. Donc c'est un presse-papier. C'est comme ça, En fait, je le verrai. Ouais. Et après, tu fermes ta section, tu réouvres, ça reste identique? Ce que tu as mis dedans, ça reste dans ce panier? Ou ça s'efface à chaque fois? Ce panier, non, il reste et il est propre à chaque enseignant. Et en fait, quand tu te déconnectes et quand tu reviens, il est toujours comme tu l'as fait, comme, je sais pas, comme vraiment, je prends un exemple sur un site marchand, quand la Fnac, par exemple, ou si on brouillera les marques, hein, Corinne, vu le nombre de vues qu'on a sur ces webinaires, mais quand tu reviens te connecter, tu vois toujours tes livres que tu as voulu prendre et tu peux en supprimer, en ajouter, tu la gères comme tu veux. Ok, très bien. Donc c'est un peu... Mais il faut que ça soit dans un cours commun finalement pour pouvoir partager son panier. Je vois que Elsa nous a mis un lien dans le chat. Est-ce que c'est le même principe que, enfin, nous, pour partager des activités, à l'INSERM, on s'est fait un cours qu'on a appelé template, modèle. Ouais. Voilà. Et on a tous mis des trucs dedans. Et après, Ken, il a dupliqué ce cours pour chacun d'entre nous. Et en gros, à ce stade, des fois, on retourne mettre des choses. On nourrit, entre guillemets, le modèle. Parce que le modèle, c'est le panier, quoi. Enfin, tu vois. Oui. Bah là, en fait, tu pourras en avoir qu'un modèle. Pas pour chacun, qu'un seul, que chacun peut rajouter, par exemple, des activités. Et comme ton bloc panier d'activités est lié à ton compte, bah, tu vas prendre ce que tu veux, tu vas dans ton cours et tu le déposes. En fait, j'ai l'impression que c'est comme la fonctionnalité dupliquée dans un cours, parce que ça, on peut le faire, mais qui est inter-cours. Ça serait bien. Hein. Et propre à l'enseignant. Oui. D'accord. Et donc, pour faire une mise en commun, il faut créer un espace commun où tout le monde tu mets. Ouais. Ou effectivement, comme disait Florie, inscrire les autres enseignants dans son cours. Oui, ça dépend de l'organisation. Voilà. C'est vrai que cette année, avec toutes les mises en ligne qui ont dû être faites et la préparation d'activités sur Moodle, pour nous, on a souvent, pour ce qu'on appelle les conférences de méthode, un espace commun qui a été demandé par les enseignants. Comme ça, ils peuvent tous partager des choses et importer, exporter. Seulement, c'est vrai que la manipulation n'était pas folle, un peu longue. Et surtout, comme le disait Émilie, je pense, ça se réimporte directement dans la section d'origine. Donc parfois, tu le voulais en séance 12 et en fait, ça vient au début parce que dans le cours d'origine de l'importation, c'était au début, alors que là, de la démonstration qu'on a vue ce matin, il te demande où tu veux le placer. Ça, c'est super, ouais. Et est-ce que ça pourra fonctionner entre 2 écoles? Pour moi, par exemple, qui suis à cheval sur CVP et l'INSERM. Alors là, je pense que c'est interplateforme. C'est ce que je disais, je pense que c'est dans intra-plateforme, dans la même plateforme. Pour le reste, il faut peut-être continuer avec importer, sauvegarder. Ça, c'est quand tu passes d'un cours à l'autre dans une même plateforme. Mais sauvegarder, restaurer, là, tu peux passer d'un cours à l'autre. Parce que ça reste la plateforme. En fait, nous, sur la plateforme, Émilie, tu es sur 2 écoles, NSCBP et Ah, c'est des écoles de Bordeaux INP? Oui, tu sais, c'est des catégories. C'est la même plateforme. C'est bon, en fait. Hein. Ah oui. Pardon, je croyais que parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont sur plusieurs établissements, typiquement Cécile, et là, je pense qu'il faut vraiment sortir la chose. Et Bon, mais nous, on va creuser ça, alors ça paraît une bonne idée. Oui, ça paraît une bonne idée, ouais. Ok. Bon, ben, nous aussi, on va creuser alors. Mettre un petit panier. C'est pour les vacances, un panier pour les vacances. D'accord. Petite question sur les feedbacks dont Mireille parlait.
j'essaie de comprendre ce qui est possible, ce qui n'est pas possible de faire. Donc, ça veut dire que si, par exemple, on veut faire des feedbacks juste en rajoutant, moi, je sais pas, moi, un texte après, une diapo après, un questionnaire, on peut le faire, mais ce sera toujours visible, c'est ça? Ce sera Je ne sais toujours... pas comment m'exprimer. Alors, Si par rapport j'ai à- bien compris, les feedbacks sont assez difficiles. Et si Oui. pour essayer de pallier les problèmes des feedbacks, tu décides après une question de mettre la réponse, mais sur une page suivante. Alors à ce moment-là, si tu crées un livre interactif, tu décides qu'il faut qu'il passe à la page suivante pour avoir accès au script complet. Mm. Mais c'est pas très intuitif. Tu vois, à ce moment-là, tu ne maîtrises pas je trouve que l'activité quiz de Moodle te permet de mettre l'indice ou le feedback exactement où tu veux qu'il soit. Et pas par défaut à la page d'après, en espérant qu'il va aller à la page d'après pour le lire. Tu vois, c'est ça. Tandis qu'avec le quiz Moodle, s'il s'est trompé, de toute façon, imaginons, il a 4 possibilités. Il a un QCM avec 4 réponses possibles. Il a la bonne réponse la première fois. C'est parfait. Donc, tu peux lui mettre un petit feedback. Oui, c'était la bonne réponse parce que. Ou alors, tu peux lui mettre pour nous en langue le script du fichier audio. S'il a une mauvaise réponse, à ce moment-là, tu lui dis recommencer, sans indice, par exemple. À la deuxième mauvaise réponse, il a toujours faux, donc je lui donne un indice qui est le script, sans lui donner la bonne solution. Mais au moins, il peut réécouter en lisant. Donc, normalement, réécouter plus lire, à la 3e fois, il doit avoir la bonne réponse. Et si à la 3e fois, il a encore la mauvaise réponse, là, à ce moment-là, je lui donne la solution avec l'explication. Dans le texte, ça peut être surligné ou voilà. Et ça, c'est pas possible avec H5P. Avec le quiz Moodle, c'est facile. Ça prend du temps, mais c'est possible. Mais Oui, c'est une si tu réelle veux, tu limite. peux simplifier en mettant effectivement à la page d'après sur un livre interactif toutes les explications et les solutions. Sauf que ça veut dire que l'élève qu'il a eu en bonne réponse immédiatement, il va falloir qu'il lise quand même la page d'après où il y a les explications alors qu'il a eu la bonne réponse. Ce qui peut lui faire perdre du temps, qui n'est pas forcément intéressant à tout le monde. Après, moi, ce que je trouve bien avec H5P, c'est que ça va peut-être être plus facile de convaincre des collègues qui sont pas toujours, qui n'ont pas forcément un goût très poussé pour le paramétrage de Moodle. Peut-être qu'ils auront plus envie de créer des petites activités et de les mettre en commun. Parce que c'est quand même c'est assez facile, les tutos sont clairs, le résultat est sympa, voilà. Parce que c'est vrai que quand même, l'activité quiz de Moodle, on peut super bien la paramétrer, c'est hyper bien, hein, mais ce n'est pas forcément hyper intuitif quand même. Alors, là, c'est austère. Et en plus, c'est assez austère. Voilà. Une fois qu'on est dedans, après, une fois qu'on a compris la logique, ça va hyper vite. Mais c'est comme tout. Juste avoir galéré quelques heures dessus. C'est vrai, Mireille, que quand tu travailles, par exemple, avec des vacataires, tu vois, qui vont... Ah non, mais je suis d'accord. Tu as besoin très vite d'initier au truc. H5P, c'est tellement intuitif qu'en fait, très vite, ils se mettent à en faire, quoi, alors qu'ils en ont pas. Voilà. J'ai une question. Vous avez parlé toutes les deux d'évaluation formative et qu'il fallait s'en servir soit que pour ça, voire même que pour des révisions, mais des sommatives, on peut en faire avec H5P? Bof, parce que c'est très facile. Comme non, mais excusez-moi, je veux dire techniquement, c'est-à-dire qu'on a des remontées dans le carnet de notes? Oui, ça remonte dans le carnet de notes. D'accord, ok. Ça, j'étais pas très sûr. Ouais, je me souvenais pas que. Non, mais ça vaut rien. Ça vaut c'est pas la grand-chose. dernière tentative qui remonte. Donc, s'il a fait 10 tentatives pour y arriver, il va avoir 100%. Mais c'est la dernière tentative qui remonte. Voilà. Et tu ne sais pas tu peux pas limiter le nombre de tentatives. Voilà. C'est pour ça que, moi, je m'en sers, hein, les H5P, j'ai une remontée dans le carnet de notes, mais c'est sûr que à la fin, ils ont tous 98%, parce qu'en fait, je m'en sers en termes de faits non faits. Et ces 98%, ça va représenter en fait 20% de la note dans mon cours. Donc, c'est de l'encouragement, c'est de la participation. Ouais, okay, je comprends. Voilà. Mais le quiz Moodle, si on pénalise très très peu les mauvaises réponses, ils peuvent avoir tous entre 90 et 100%. Il suffit de bien pénaliser les mauvaises réponses de façon très très minime, ce qui quand même, le bon il a 100%, mais le pas très bon il a quand même fait, il a 90%. Mais moi je vois la différence, ça me permet de discriminer et ça permet quand même à l'étudiant faible d'avoir un bon score qui va le valoriser, parce que ça compte comme Émilie pour un petit peu dans ma note, mais ça me permet quand même de faire une différence et de voir où sont les difficultés. Le feedback sur l'exercice et de voir l'élève en difficulté. Oui, et tu peux mettre un feedback adapté. Voilà. Le feedback est plus fin, c'est vrai. Idéalement, en fait, ça serait chouette de pouvoir
Mireille disait ce serait chouette de pouvoir intégrer des H5P dans des quiz Moodle avec un paramétrage plus fin. Là, ce serait... C'est soi-disant possible, mais ça ne marche pas en vrai. Alors voilà, c'est ça, parce que normalement, comme je le disais au départ, dans toute activité qui a un éditeur de texte, tu peux intégrer une activité H5P. Oui, mais j'ai essayé, Nicolas, je lui avais demandé, on avait regardé sur des forums généraux, ça ne marche pas, tout le monde s'en plaint depuis 2 ou 3 ans, ça n'a pas été réparé et du coup, on ne peut pas rentrer un H5P dans un quiz Moodle. On peut mettre un lien extérieur, ils vont faire le H5P, il faut qu'ils reviennent dans le quiz et après, il faut paramétrer le carnet de notes pour remettre les 2 notes ensemble. Enfin, c'est une usine à gaz. On peut aller voter sur les sites de développement Moodle pour dire plus, on veut ça. D'accord, donc quand on veut vraiment personnaliser soit le parcours de l'enseignement en essayant de motiver avec des quiz, en mettant des petites choses un peu plus difficiles, un peu moins difficiles, et pouvoir bien suivre chaque étudiant en essayant de faire un peu comme si on était là, alors qu'on n'est pas là. Donc, Moodle semble mieux. Par contre, si on veut juste distiller des informations, faire du cours de façon un peu plus diversifiée, pour garder un peu l'attention de l'étudiant et qu'il ne s'endorme pas devant sa vidéo, par exemple, que sais-je encore, ou pour retenir des notions, il faut prendre H5P. Ou en présentiel aussi, là, comme fait Émilie. En présentiel, oui, ça marche bien en cours. Présentiel à côté. Ça ressemble beaucoup aux Hot Potatoes de l'époque. Pour ceux qui ont connu Hot Potatoes, c'est le même genre en plus moderne, quoi. Et par contre, du coup, comme vous le faites en présentiel, pourquoi vous n'êtes pas orienté vers Booklab? Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Oui, voilà, parce qu'on a découvert ça d'abord et Woodclap, je sais que ça a été présenté à mes collègues de l'INSERM, moi j'ai pas vu la presse. On l'a demandé, bon alors c'est quoi la différence? Ils ont dit, c'est kiff-kiff, je sais plus. Oh bah non. Il y a moins de choses dans Booklab quand même, c'est moins varié dans Booklab. Booklab. Les activités sont moins variées. Par contre, là, tu as le cours direct. Enfin, c'est pas le même. Pour moi, c'est pas le même. C'est pas le même outil. Ah ouais, moi non plus. Oui, c'est vrai ce que tu fais, Émilie. Tu disais que certains avançaient plus vite, d'autres moins vite. Avec Booklab, c'est plus la question directe pour l'ensemble de la. Avec Booklab, c'est aussi que l'enseignant puisse voir le panel de réponses en direct et enchaîner, alors que H5P, j'ai l'impression que c'est plus des travails individuels. Oui. Ouais. Bah, l'intérêt d'H5P pour moi cette année, ça a aussi été que à tout moment, en fait, je voulais être capable de passer du présentiel au distanciel. Parce qu'on savait très bien qu'à tout moment, on pouvait être envoyé chez nous. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en novembre, aux vacances de la Toussaint. Donc, et il y avait aussi la question des cas contacts. C'est-à-dire, il y avait toujours quelques étudiants qui ne pouvaient pas être en classe. Et il fallait qu'ils puissent suivre le cours comme les autres, quoi. Donc, le fait de passer certaines activités du papier à H5P, ça permettait de pouvoir basculer à tout moment, quoi. Voilà. Et après, c'est vrai que si on veut l'utiliser pour de l'auto-apprentissage, il faut bien garder en tête que on peut voir leurs réponses, mais comme disait Mireille, c'est la dernière version qu'on voit. Oui, ils peuvent tricher en mettant n'importe quoi d'abord, puis après en vérifiant les réponses et puis en allant répondre, mais j'ai envie de dire qu'il y aura toujours des étudiants. Voilà, enfin, faut aussi leur faire confiance sur le fait qu'ils veulent progresser, atteindre un certain niveau, d'autant que nous, ils ont quand même une certification à passer. Donc, ça veut dire que s'ils passent leur temps à tricher, ils vont rien apprendre et au final, ils vont rien valider. Et de l'avoir utilisé en classe inversée, moi, je trouve ça intéressant, en fait, justement, parce que tu peux revenir sur les notions, comme tu ne peux pas faire suffisamment de feedback avec H5P, tu peux revenir sur les notions après en cours, en présentiel. Revenir dessus et faire utiliser des choses qu'ils ont préalablement déjà un petit peu mémorisées, parce que l'un des problèmes en langue, c'est que la mémorisation, ça prend du temps, et puis on n'est plus au collège, on n'a plus trop le temps de faire de la mémorisation en classe, quoi. Donc on peut essayer de balayer ça un peu, et puis ensuite en classe, faire davantage de manipulation des choses qu'ils ont déjà un petit peu vues à travers l'exercice, quoi. Ok. Voilà. Attends, je repartage juste l'écran parce qu'on va vous donner le support, mais on vous a mis le lien pour trouver tous les exemples et puis les tutos, les deux liens de tutos qui nous semblent très, très clairs et pour ceux qui ne les connaissent pas. Voilà. Et sinon,
Bah, il n'y a pas de prochaine date, c'était le dernier. Ok. Voilà, dernier webinaire du semestre. Ça veut dire que les vacances approchent, donc je n'avais pas si tort de cocher ce soir à la plage. Ce ne sera pas ce soir. Il n'y a que Mireille qui sera à la plage ce soir. J'y vais là, de ce pas. Bon, on ne va pas te retenir plus longtemps parce qu'on aimerait tous être à ta place. Et Mais, Elsa, regarde. Je te montre mon petit jardin. Ah, merci. C'est tout petit. Oui, parce que je C'est disais à tout Achille petit. qu'elle avait un super fond non virtuel. Oui. Moi, j'aimerais bien avoir autre chose que ce bâtiment un petit peu. Bon, bah, merci Bon. à tous. Merci beaucoup pour vos présentations. Oui, puis merci, Comme d'habitude, on met... Pardon, Émilie? Pardon, ça donne l'occasion de faire remonter aussi un peu nos questions. C'est ça, en fait. C'est vraiment l'objectif de ces webinaires. C'est vrai qu'on a, sur les 2 semestres, là, le premier, c'est nous qui avons présenté pas mal de choses. Et sur le second, on avait envie qu'il y ait des retours d'expérience des enseignants sur leur pratique. Et donc, voilà, on ne sait pas encore ce qu'on va faire l'an prochain. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, ces webinaires sur le temps du midi? Bah, ça dépend des jours, en fait. Ça permet à Anne de manger en nous écoutant. C'est ça. Bah, c'est sûr qu'il y a moins de chances que les gens soient occupés quand même. Hein. Mais c'est vrai que oui, sur le temps du midi, si on, après tout, l'idée de couper la caméra, de manger, enfin, si on, c'est bien de s'autoriser à le faire et ça permet d'être flexible, quoi, effectivement. Ouais. Et puis, mine de rien, on est inter-établissement assez facilement dans ce cas. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'aime bien le côté interétablissement. C'est vraiment hyper intéressant parce qu'il y a des points de vue qui sont différents, des habitudes qui sont différentes. Moi, je trouve ça super. Voir d'autres façons de faire. Il faut avouer que ça évite de se retrouver qu'avec 2 ingénieurs pédagogiques avec un seul enseignant aussi. Qu'est-ce que tu dis? J'ai rien compris. Ça évite, excuse-moi, je vais essayer d'articuler, comme je suis devant mes élèves. Je disais, ça permet aussi d'éviter de se retrouver avec, par exemple, 2 ingénieurs pédagogiques et un enseignant dans une réunion. Il y a un peu plus de monde. Exactement. Bon, merci beaucoup. Les sujets qui intéressent les collègues, on verra. Peut-être que l'actualité de la rentrée va nous en amener d'autres. Et oui. Revenir dans son amphi. Ce que j'allais dire, un webinaire spécial présentiel. Comment on fait déjà? Allumer le vidéoprojecteur. Je vous souhaite une Vous bonne pouvez mon après-midi. établissement.